Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Circulab. On est le 21 novembre, on est actuellement à Paris, où j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Huriez. Salut Thomas. Bonjour Justine. Comment tu vas? Ça va pas mal. Ça va pas J'ai mal? découvert ces locaux magnifiques dans ce coin improbable de Paris. Très doux, très circulaire aussi, ça se voit dans le mobilier. Très cohérent. Alors effectivement, pour vous aider à vous projeter, on est dans les bureaux parisiens de Circulab, petite impasse au cœur du 11e arrondissement. Et Thomas nous vient de Romans-sur-Isère. Merci donc d'avoir fait le déplacement, même si c'était pas que pour nous, mais merci d'être là. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de l'industrie textile. On va parler d'une aventure familiale aussi autour de 1083, de l'entreprise que tu as fondée. Et on va parler spécifiquement du jean. Peut-être en introduction, ce que j'aime bien faire, c'est expliquer comment on s'est rencontrés. Nous, ça va être assez court. Le souvenir le plus récent, c'est une discussion qu'on a eue dans le métro en rentrant des universités d'été de l'économie de demain, du mouvement Impact France, il y a 6 mois. Et à ce moment-là, je t'ai proposé de passer dans Radio Circulab. Donc cette rencontre, elle date d'il y a quelques mois seulement, donc on se connaît à peine. Et donc raison de plus de te remercier d'être ici. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es, revenir rapidement sur ton parcours et comment tu en es arrivé à créer 1083? Alors rapidement, j'ai 44 ans, je suis informaticien de formation. J'ai exercé 4 ans comme responsable informatique, mais ça m'a ennuyé. Et assez rapidement, j'ai voulu aligner mon temps de travail sur le sens, mes convictions. Et on baisse quand même tous au moins 7-8 heures par jour pendant moins 40 ans. Donc quand j'ai réalisé ça, je me suis dit waouh, je peux pas continuer à faire un truc qui me plaît pas. Je voulais vivre à Romans, Romans-sur-Isère dans la Drôme. C'est l'ancienne capitale de la chaussure, une ville industrielle, mono-industrielle, qui s'est transformée lorsque toutes ces usines ont fermé à partir des années 80 jusqu'en 2010 à peu près. Ouais. Et c'est la ville où ont grandi mes grands-parents, ma mère. Donc je voulais vivre dans leur maison. Et j'ai eu l'opportunité de transformer une maison voisine en commerce, puisque cette maison était face à un grand centre de magasins d'usines. Et comme il y avait cette proximité de plein de marques de déstockage de mode, je me suis dit pourquoi pas essayer de vendre du déstockage, mais de mode éthique. Donc c'était en 2007. L'entreprise a démarré donc il y a 18 ans par la commercialisation de vêtements bioéquitables. Donc à une époque où le bio, le commerce équitable, c'était vraiment une niche, c'était très marginal. L'offre elle-même était assez babacool, c'était pas du tout populaire. Et donc pendant 3, 4, 5 ans, j'ai appris ce métier de commerçant sur le tas. Et puis cette offre un peu trop ethnique, pas assez populaire, finalement, elle enfermait nos valeurs dans une image babacool qui était moins populaire finalement que les idées elles-mêmes. Et moi-même, j'étais frustré de ne pas pouvoir porter les vêtements que je vendais. Donc je me suis dit pourquoi pas créer ma marque. Et pourquoi tu pouvais pas les porter? C'était pas mon style en fait, c'était pas ma personnalité. Donc les vêtements quand même, c'est bien le fond, mais en fait avant tout, on s'habille pas pour pas être tout nu. On s'habille pour dire qui l'on est depuis la nuit des temps. Et donc du coup, cette dimension identitaire, elle est plus importante que la dimension vestimentaire, enfin habit quoi. Ouais, exactement. Et donc moi-même qui étais engagé, bien sûr je portais des vêtements que je vendais, mais pas tout parce que je pouvais pas. Et notamment le jean que tout le monde porte, j'en avais pas. Alors que les gens de gauche, de droite, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux portent des jeans. Et je trouvais que c'est dommage de pas rendre ces idées plus populaires en les mettant dans un vêtement un peu plus œcuménique que le bonnet péruvien, quoi. Et donc du coup, quand mes fournisseurs ont fermé, justement parce que l'offre était un peu trop ethnique, j'ai tenté de remplir mon magasin avec une marque propre, en imaginant une marque de jeans, que j'ai décidé d'appeler 1083 pour parler de proximité. C'est vraiment une notion importante pour nous, on en parlera peut-être. Et on l'a lancé en financement participatif avec l'espoir de vendre 100 jeans. C'était en 2013, donc le Made in France et le financement participatif étaient vraiment très naissant. Et donc en vendre 100, c'était vraiment à l'échelle de mon magasin beaucoup. Et puis on les a vendus une semaine et du coup à la fin de la campagne on a vendu 1000 et donc ça a transformé la dynamique de l'entreprise. Aujourd'hui on n'a plus de magasin mode éthique, on vend que du 1083. Le magasin historique c'est toujours notre magasin, c'est le siège social de l'entreprise, il y a les bureaux au-dessus. Mais on est uniquement focus 1083.
Ça m'a fait sourire cette histoire que tu donnes sur un vêtement, c'est aussi fait pour être désirable quelque part. Parce que avec Circulab, depuis le début des 2012, nous on a vraiment cette approche de l'innovation, de la création avec un quatuor: désirabilité, viabilité, circularité et faisabilité. Et souvent l'histoire qu'on raconte, c'est bah voilà, l'idée c'est pas de vendre des sarouels en coton recyclé, qu'esthétiquement, une petite partie de la population, souhaiterait, mais c'est vraiment d'aller chercher des choses, qui plaisent à davantage de gens. Donc on utilisait souvent cette métaphore-là, du vêtement, bah, voilà, de niche, si je puis dire. Donc ça me parle bien. OK, bah, merci pour cette, j'avais pas du tout en tête la genèse, de la création. Donc 2013, tu veux produire 100 jeans. Ouais. J'imagine qu'à ce moment-là, enfin, comment tu fais? En 2013, tu es informaticien, certes, tu as eu cette boutique de mode éthique. Pour produire 100 jeans, tu t'appuies sur des partenaires que tu connais déjà? Enfin, ça se passe comment? En fait, il y a 2-3 prises de conscience qui ont permis, au projet de se faire. La première, j'en parlais, c'est la notion de proximité. Le monde part à volo, c'est un peu n'importe quoi et pour autant, quand on parle aux gens, majoritairement, les gens sont pas cons. Ouais. Ils sont plutôt vertueux, sympas et ce grand écart entre ce qu'on produit collectivement et ce qu'on est individuellement, Ouais. il fait flipper Ouais. et en fait, en y réfléchissant, je me suis aperçu que de mon point de vue, c'était pas une question de gens, Ouais. c'était une question de distance. En fait, on est tellement loin des conséquences des choix de vie qu'on fait, Ah oui, ouais. qu'en fait, c'est pas engageant, c'est déresponsabilisant. Le réchauffement climatique, c'est à 30 ans, fumer, ça tue à 30 ans, quand la production est au bout du monde, on la voit pas et en fait, tout ça, c'est désengageant. Alors que quand on crée des modèles de proximité, avec plusieurs types de proximité, en kilomètres, c'est à côté, des intermédiaires, donc circuit court, des conséquences immédiates, pour du coup, récompenser rapidement des choix vertueux et des choses simples, parce que la complexité, c'est une distance qu'on met entre les gens et un système. Et bien ces 4 piliers-là de proximité, je me suis dit que ça allait pouvoir, engager plus les gens. OK. C'est pour ça qu'on a choisi le jean, c'est que c'est très proche de tout le monde et ça n'allait pas louper avec, un beau développement et c'est pour ça que 1083 s'appelle 1083. C'est la distance qui sépare les 2 villes les plus éloignées de l'Hexagone. Donc en fait, nos jeans sont fabriqués à moins de 1083 kilomètres D'accord. de chez toi, où que tu habites, dans l'Hexagone en métropole. Ah! C'est Menton, Brest, en gros. Menton, Porspoder, la diagonale. OK. OK, donc et ces 2 villes, que vous avez prises parce que les plus éloignées de l'Hexagone ou est-ce Ouais. qu'elles ont un rôle aujourd'hui dans votre chaîne? Elles n'ont pas de rôle dans notre chaîne de D'accord. production, c'est juste les 2 points les plus éloignés. En fait, c'est Porspoder au nord de Brest et Menton. Oui, donc ça Ça peut fait pas être plus, 1083 kilomètres, donc ça peut pas être plus. Ouais, OK. Et c'est pour ça qu'il y a une diagonale sur la face droite des jeans 1083, ça OK. symbolise la diagonale sur la France. Waouh! Ouais, vous avez pensé à tout. Bah, OK. cohérence. Ouais. Deuxième prise de conscience, c'était en magasin. Quand on regarde l'étiquette d'un jean Levi's et l'étiquette d'un jean H&M, ben, leurs prix de vente sont très différents. Il y en a un à 30 balles et un à 120 balles. Mais quand on quitte l'étiquette de prix et qu'on regarde l'étiquette de composition, on s'aperçoit que ces jeans qu'on pensait très différents sont fabriqués dans le même pays, donc Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Turquie, et dans les mêmes matières premières, coton, polyester. Et donc le récit qui dit que c'est le pays du lieu de fabrication qui fait le prix du produit est faux, puisque là on voit que à pays égal, on a des prix de vente différents. Ouais. Et cette incohérence ou ce non-lien entre le pays de fabrication et le prix de vente, on le retrouve aussi dans le Made in France. Si tu achètes du fromage râpé, tu vas à n'importe quel supermarché, tu as différents niveaux de gamme, bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, et tout est Made in France. À prix de revient, à coût du travail égal. Donc je me suis dit qu'en fait l'histoire que je voyais à la télé qui disait que le Made in France c'était forcément cher, bah c'était faux. Ouais. Et donc j'ai juste pris le modèle de distribution d'H&M en circuit court. Ils vendent directement dans le magasin, sur le marché de Levi's, un jean à 120 €. Et du coup, avec le même modèle de distribution que la fast fashion, que la map du coin, le paysan qui vend sur le marché en direct, eh bien en fait on a moins besoin de marge pour la distribution, donc on a plus d'argent pour la fabrication, et c'est comme ça. Donc tu rééquilibres. Exactement. OK. Donc ça c'est la Ce que deuxième tu prise gagnes de sur la conscience. distrib, tu le réinvestis dans la prod locale, quoi. Exactement. Donc c'est juste une distribution de la valeur sur ta chaîne de valeur. C'est juste par c'est le définition. seul changement.
Juste ça ta nous chaîne de valeur permet, change. H&M et Levi's fabriquent leurs jeans pour 10 € et le vendent Ouais, entre 30 et 150 €. Nous, nos jeans, ils coûtent entre 40 et 50 € à fabriquer et on le vend entre ouais. 100 et 150 €. OK. Donc ça, c'est la deuxième prise de conscience. Et la troisième, c'est de réaliser que 0% des jeans vendus en France en 2013 sont fabriqués en France. OK. 0. Et donc c'était dingue de se dire ça, alors que 10 ans auparavant, il y avait encore des usines, et 15 ans auparavant, il y avait des centaines de milliers de jeans qui étaient fabriqués par Levi's en France, qui a fermé ses dernières usines en 98. Ah oui, c'est assez c'est Donc récent, c'est super récent. c'est assez récent. Ouais. Et Et le coût du travail, j'imagine, enfin, le coût de la main-d'œuvre, quoi. ben, même pas, parce que dans le fromage râpé, ils savent faire du fromage râpé d'entrée de gamme. OK. C'est juste, par contre, on a perdu l'ambition de faire des jeans accessibles. Ouais. On n'a plus cru que c'était possible, Ouais. donc on n'a plus envie de le faire, donc on l'a plus fait. OK. Et puis après, on l'a fait. Après, on s'est dit, en fait, c'est impossible. Ouais, Non, en fait, d'accord. c'est pas impossible. Ouais. C'est juste une question de modèle de distribution. Mais tout le monde dit c'est impossible à l'époque. Et en fait, quand j'ai fait le tour un peu de France pour essayer de trouver des partenaires pour cette filière morte, du coup, j'ai trouvé à Marseille un ancien atelier de jeans qui faisait encore des prototypes, D'accord. donc qui était capable de faire des petites séries. Ouais. Donc pour Puisque je 100 démarrais avec jeans, 100, ça allait. c'est clair. Et des tisseurs qui voulaient bien refaire du denim, à la condition que ce soit réaliste techniquement. Et pour ça, il fallait des petites astuces qu'ils m'ont proposées. Transmis. Ouais, OK. Et grâce à ces 2 ateliers-là, Création Anaïs à Marseille et les tissages de Charlieu à Charlieu dans la Loire, on a pu démarrer avec l'ambition de faire 100 jeans. Mais quand je suis revenu 2 mois après en disant: «En fait, c'est pas 100, c'est 1000», du coup, ça a changé la dynamique collective, et aujourd'hui, on est toujours évidemment, c'est notre principal sous-traitant de confection de jeans, Création Anaïs. Ouais. On fait à peu près 30% de jeans chez eux. Ouais. On en fait beaucoup dans nos ateliers de Romans ou dans les Vosges, mais Création Anaïs reste le premier prestataire externe. Et les tissages de Charlieu, on est associés ensemble. OK. Donc on est associés de 2 tisseurs, les tissages de Charlieu et Tissages de France dans les Vosges, qu'on a repris à la barre du tribunal de commerce pour les sauver en OK. 2018. Mais tout ça, ça s'est fait au fil de l'eau, et comme on n'avait pas de culture industrielle, c'est quelque chose qu'on a développé en 12 ans, Ouais. et qui est la face cachée de l'iceberg, c'est nos fondations. C'est pas du tout visible, et c'est très difficile, mais c'est un socle fondamental, c'est du béton Fondamental, armé, ouais, quoi. c'est clair. On va revenir un petit peu après sur la partie, industrie et réindustrialisation, parce que c'est un très gros sujet. Aujourd'hui, en 2025, ça fait un moment déjà, toi en tout cas, mais moi, dans l'économie circulaire, c'est quand même des enjeux plutôt récents et d'actualité. On va en reparler. Aujourd'hui, 1083, donc là, tu viens d'expliquer où vous êtes implanté en termes de fab et avec qui vous travaillez. Quels sont donc les produits que vous vendez? Quels sont peut-être le public que vous adressez? Tu disais que tout le monde porte du jean. Est-ce que vous arrivez vraiment à adresser tous ces publics-là sur un produit aussi universel que celui-ci? Alors de plus en plus, au début, on avait une clientèle très engagée, soit pour le bio, parce que tout est bio, soit pour Ouais. le Made in France, soit pour l'économie circulaire, parce que c'est notre mission, amener chacun un produit à consommer dans l'économie circulaire. D'accord. Peut-être on y reviendra après sur Ouais. là-dessus, l'économie circulaire, ouais. Donc on avait plutôt des gens intéressés par le fond, et moi-même, à la base, je suis pas passionné par la mode. Donc OK. en fait, du coup, je suis beaucoup plus stimulé par le projet de fond que par la forme. Il y a des gens qui nous entourent et qui font partie de l'équipe et qui apportent ça dans l'équipe, mais c'est pas Ouais. moi. Et donc ça a commencé par cette clientèle de fond, Ouais. et puis petit à petit, ça s'est élargi avec des gens qui venaient parce que l'histoire est cool, parce que le jean est au même prix que Levi's, parce que ça fait de jolies fesses. Ouais. Chacun voit midi à sa porte. Ouais. Et aujourd'hui, on a une clientèle extrêmement large, Ouais. qui regrandit en volume, puisqu'après 10 ans de croissance de 2013 à 2023, on a connu des problèmes de production qui nous ont mis un coup d'arrêt, Voilà. qui ont fait qu'on s'est un peu rétracté par manque de capacité, ce qu'on a traité en 2023-2024. OK. Et là, on se redéveloppe, et on est les leaders du jean Made in France. Ça représente 50 000 jeans par an, ce qui est énorme par rapport aux 100 jeans qu'on c'est espérait clair. faire il y a 2 ans. Ça en fait de la campagne participative à 50 000. Ouais, c'est x 500, Ouais. donc c'est lourd industriellement, mais le marché français, c'est 67 millions OK. de jeans chaque année. Ouais. Donc on est des minuscules leaders, et le but, c'est de monter à 100, 200, 300, 500 000 dans 10, 15, 20 ans. En fait, on sait être au prix du marché. Il y a plein de gens qui achètent des jeans Levi's ou d'autres marques
Et avec le volume, on est capable de baisser les prix dans le temps. Donc du coup, on a l'ambition de remplacer cette consommation quantitative de gin par une consommation qualitative. 67 millions? Ouais, un par an et par personne. Oh la vache, punaise. Ouais. Oh là là. Moi, je compare beaucoup la mode au vin. Dans le vin, on a gardé le plaisir du bon goût. Donc, tu as le choix entre une bouteille de vin à 20 € ou 20 bouteilles à 1 €. Alors, pardon pour le Beaujolais nouveau qui sort en ce moment. Mais quand même, quand tu as le choix entre un bon vin et 20 bouteilles à 1 €, à part si c'est alcoolique, ce qui te procure le plus de plaisir, c'est la bonne bouteille de vin. Et ben ça, on l'a gardé dans le vin, mais on l'a perdu dans la mode. Et on est tous un peu des alcooliques de la consommation textile. Donc, ça fait une semaine peut-être que le Shein a ouvert au BHV à Paris. Voilà, c'est le symbole de ce vomi de production de textiles de mauvaise qualité. Et donc, nous, notre ambition, c'est de diminuer la consommation de jeans en France par le bon goût qu'on fait retrouver aux Français d'acheter un jean de qualité. Et là-dessus, pour continuer sur le lien à la clientèle et comment, quelle serait la différence dans la manière dont vous vendez, dans la manière dont vous racontez l'histoire entre un jean 1083 et on va peut-être pas prendre le jean H&M, mais un jean Levi's qui est à peu près au même prix. Voilà, est-ce que tu vois, évidemment il y a le storytelling, j'imagine, sur des histoires comme la vôtre, mais est-ce que la proposition de valeur est la même? Enfin voilà, quels sont... Alors, aucune marque de mode ne vend un produit. 100% des marques de mode vendent une émotion, une communauté, un sentiment, un attachement, un récit. Levi's, ça va pas être la qualité, ça va être le sentiment de qualité. Il y en a, ça va être le plaisir immédiat. Shein. Voilà, chacun est investi des millions de millions, souvent plus que la valeur du jean, du produit, dans ce récit-là, parce que un vêtement, encore une fois, depuis la nuit des temps, quand on vivait tous tout nus dans des grottes et qu'on était des hommes et des femmes préhistoriques, on avait moins besoin physiologiquement de se vêtir. On avait des poils. Mais déjà, on se parait de tatouages, de bijoux, de tentures, ce qui prouve bien que le besoin archaïque auquel répond la mode est un besoin identitaire. Donc c'est normal, quelque part, même si c'est rageant, que les marques qui font de la mode ou qui sont dans la mode investissent plus sur la partie émotionnelle que sur la partie physique. C'est catastrophique à plein de points de vue, mais c'est logique, en fait, ils répondent à un besoin humain. Quand on fait des jeans qui coûtent plus cher à fabriquer et qu'on a donc moins d'argent pour investir dans cette dimension émotionnelle, on a plein de leviers. Les premiers qu'on avait et qu'on a beaucoup utilisés et qu'on utilisera toujours dans notre aventure, c'est la transparence. C'est expliquer nos savoir-faire, c'est faire se rencontrer les clients et les consommateurs, un peu comme un vigneron fait visiter son vignoble. Et du coup, le goût, c'est le même que celui que tu achètes en supermarché, même prix, même goût. Mais si tu le goûtes après 1 heure de visite du vigneron, eh ben, il te paraît meilleur, tu es plus attentif et donc tu le trouves meilleur. Dans la mode, on peut faire ça. Le deuxième récit qu'on rajoute en ce moment, depuis quelques mois, c'est qu'on a pris conscience avec les difficultés de production qu'on a connues en 2023-2024, du plat de fond de verre qui limitait l'industrie à avoir un discours exclusivement rationnel. Création d'emplois, souveraineté, c'est vrai tout ça et c'est fondamental, mais en fait ça ne soulève pas les foules. Les cerveaux sont ouverts à ces convictions-là si, avant de passer par le cerveau, le cœur dit oui. Et en fait, aujourd'hui, sur la réindustrialisation, le cœur dit bof, parce qu'on n'a pas trop envie d'usine à côté, parce qu'on n'a plus grand monde dans sa famille qui bosse dans l'industrie, donc on n'a plus l'attachement qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Et donc nous, on veut reconstruire cet attachement, et ça passe par le volet culturel, réenchanter l'industrie française. Et c'est pour ça que depuis plusieurs mois, on fait beaucoup de liens entre la culture et l'industrie, tout simplement parce que la mode, c'est et de la création et de la production. C'est et de la culture et de l'industrie. Et en fait, du coup, on est hyper fondé à porter les deux sujets. L'industrie, c'est nos fondations. Et sur ça, eh bien, on assume le volet culturel. Si vous prenez le temps d'aller sur notre site internet ou de taper Fête de la musique 1083, par exemple, sur les moteurs de recherche, vous verrez que le 21 juin 2025, on a fait un clip vidéo dans notre usine où on a mis en relation ce que provoquait une couturière, ses gestes, et ces mêmes gestes d'une pianiste, puisqu'en fait, la répétition qui est associée à l'ennui,
à l'usine, elle est associée à l'excellence partout ailleurs. Si t'es prof, tu fais répéter tes élèves. Si t'es sportif, tu répètes tes gestes. Si t'es musicien, tu vas même en répète. Et tout le monde associe ça à l'excellence partout, sauf à l'usine. Ouais. Et un piano et une machine à coudre, c'est pareil en fait. Tu bosses avec tes mains, t'as une pédale, t'as une cadence, t'as un rythme à tenir, parfois lent, minutieux, parfois rapide. Donc c'est exactement la même chose physiologiquement, mais on le voit pas parce qu'en fait, il y a un truc qui a une image un peu d'ennui, un truc qui a une image cool. Ouais. Et donc pour reconnecter tout ça, on a fait ce clip que je vous invite à regarder. On a joué le vol du bourdon, donc une musique assez rapide qui fait appel à la dextérité des pianistes et des couturiers. Et donc c'est des couturières qui font la percu avec leur machine à coudre. Et c'est vraiment l'idée de cesser de dire bah regardez c'est des beaux métiers blabla, ce qui est vrai, mais c'est de le faire ressentir. Et c'est pour ça que sur ce récit industriel qui est notre identité, nos fondations historiques, on rajoute cette dimension culturelle parce que c'est le seul moyen selon nous de remettre du feu, de la passion, du respect, de l'estime dans ces métiers-là. Et sans estime, on recrutera personne, ni comme collaborateur, ni comme client. Ouais. Et les clients, c'est très intéressant ce que tu dis. Les clients, est-ce que parfois on peut avoir l'effet inverse? C'est-à-dire, bon, j'imagine que là, tu as apporté des éléments de réponse, mais ou en tant que client, l'industrie nous fait peur, l'industrie à côté de chez nous. Enfin, tu vois, est-ce que tu as déjà eu affaire à des gens qui disent « Ah non, mais c'est fabriqué en France. » Bon, soit j'y crois pas, soit moi, fabriquer des jeans en France, j'en veux pas parce que impact sur l'environnement, que sais-je. C'est des choses, ça, qui existent ou... Non, okay. Non, jamais. On n'a jamais eu ça. Après, on est dans une industrie qui est extrêmement polluante lorsqu'elle est faite dans des conditions non régulées, non réglementées. Ce qui n'est pas le cas en France, c'est notre chance. C'est très symbolique. L'industrie, la France, il y a un siècle, était le premier fabricant du monde de textiles. Donc en fait, c'est notre histoire et on n'a pas de traces, comment dirais-je, on n'a pas un Rana Plaza du textile français. On n'a pas un Tchernobyl du textile français. Donc en fait, on n'a pas de choc. On n'a pas d'événement d'événements majeurs qui auraient marqué la fin du textile français. C'est quelque chose qui s'est fait... qui aurait donné une image vraiment négative. C'est plutôt une Madeleine de Proust. Donc en fait, on est plutôt heureux de ça. Mais j'imagine que si j'avais pas créé une marque de mode, mais que j'avais créé une activité de mine, qui est fondamentale pour un pays, le sable... enfin je sais pas quel minerai, le sel, et que du coup il faudrait stratégiquement d'un point de vue écologique et d'un point de vue souveraineté mettre une usine, une mine, créer une mine à côté de chez moi, quand bien même ce serait fondamental pour la France, pour tout ça, le niveau d'ennui ou de stress que ça provoquerait pour les voisins ferait qu'ils seraient contre, alors que le cerveau dit oui. Leur cœur dirait non. Oui, c'est urgent ce que tu dis. À cause de la proximité. Oui, bien sûr. Tu as le narratif autour de la production locale qui est peut-être plus positif avec le textile et le jean qu'avec une mine ou une gourde en inox, quoi. Enfin, absolument. Si absolument. Et peut-être, on va peut-être rembobiner un peu, parce que là, en t'écoutant, il y a quelque chose dont j'aimerais bien qu'on parle, dont on n'a pas parlé, c'est comment est-ce qu'on fabrique un jean? Alors pour faire un jean, il y a 8 étapes. La première, c'est la matière première. Dans notre cas, c'est du coton bio de Tanzanie, majoritairement. Sinon, du coton recyclé français, du lin français ou du polyester recyclé espagnol pour certains produits. Polyester qu'on sélectionne, alors c'est 1% de notre production, mais c'est assez intéressant pour la boucle fermée que ça nous permet d'expérimenter. C'est grâce à ça qu'on a testé le jean consigné. D'accord. Donc voilà, ça nous permet de faire des petits essais. Peut-être tu nous en reparleras après du jean consigné. Ensuite, il y a tout le volet recyclé, coton recyclé, qui est très intéressant de développer. Là, il y a un vrai projet industriel derrière, c'est de récupérer nos vieux jeans et nos chutes de coupe pour réintégrer le fil recyclé dans du coton neuf, bio. Et le lin, c'est une culture française importante. Et le coton bio, c'est juste qu'on ne veut pas du coton conventionnel et qu'on va le chercher en Tanzanie parce que c'est une agriculture pluviale et du coup pas d'irrigation artificielle. D'accord. Une fois que tu as ce coton, tu le files. Donc en gros, tu brosses les fibres pour les paralléliser les unes avec les autres, faire une sorte de
de ruban. Ouais. Ce ruban, ensuite, tu vas le torsader, c'est la filature. Ouais. C'est ce qui va produire le fil. Ensuite, donc, tu as des bobines de fil. Ces bobines de fil, il y en a une que tu vas laisser écrue pour l'intérieur du jean, D'accord. le fil de trame. Ouais. Et il y en a une que tu vas teindre en bleu, le fil de chêne, qui est à l'extérieur du jean, Ok. pour qu'il puisse se patiner ou non selon la technique de teinture que tu choisis. Ce fil, chez nous, il est principalement filé en France ou en Italie, selon les technologies qu'on utilise. La teinture, c'est France ou Italie aussi selon la technologie, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait plus faire en France. Et quand on ne sait plus faire, on fait au plus proche. Ouais. Et une fois qu'on a de bobines de fil, là, pour le coup, tout est made in France. C'est-à-dire qu'on va tisser en France, donc croiser les fils pour faire le tissu, le denim, puis l'ennoblir, traiter le tissu pour qu'il soit bien stable en couleur, pas de rétrécissement. Ensuite, on va le couper, le coudre, et éventuellement le laver ou délaver. Et puis on a le jean fini à la fin. Ok. Et donc cette chaîne de 8 étapes, pour qu'on soit certifié Origine France Garantie, on a besoin que 5 d'entre elles soient faites en France. D'accord. Donc depuis le tissage jusqu'à la fin du produit, tout est fait en France. Et avec Le Gaulois Jean, qui est une marque lyonnaise, nous sommes les 2 marques à faire des jeans d'Origine France Garantie. Il y a Jess Jean qui fait aussi 100% de jeans made in France, enfin tissu et confection. Ouais. Et après on a des confrères comme Atelier Tuffry, comme Dao Devi, qui font des jeans 100% confectionnés en France, avec des tissus parfois français, parfois italiens. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on voit, depuis 2013 où il n'y avait rien, on était tout seul, petit à petit d'autres marques se créer, avoir chacun son positionnement et collectivement faire une équipe de France du jean qui va concurrencer peut-être ces marques qu'on importe. Et alors c'est ce que donc déjà merci pour ces 8 étapes. Là, je saisis la perche, ce que tu évoques. Tu sens que est-ce que ce qui a permis et ce qui permet à 1083 aujourd'hui d'être, de fonctionner, d'être là, viable, c'est aussi le fait qu'il y ait d'autres marques qui soient arrivées et donc d'unir vos forces, d'optimiser des chaînes, de convaincre des fournisseurs, si vous aviez été tout seul et que vous continuez à être tout seul, est-ce que tu penses que vous auriez pu parvenir à un tel développement, et à 50 000 Je sais pas du tout. Ce qui est intéressant avec ces marques qui se développent, c'est que c'est stimulant. Ouais. C'est que avec pas mal de marques, les relations sont quand même plutôt sympas. Ouais. Ça permet aussi de montrer qu'une filière, c'est pas une personne ou un acteur seul. C'est un travail d'équipe. J'ai écrit un bouquin aussi qui s'appelle La Perma-Industrie, où on explique à quel point la notion d'écosystème, qui est à la base du vivant, est une inspiration très féconde quand on veut réindustrialiser. Et donc cette diversité d'acteurs, elle est féconde. Après, il y a des enjeux de valeur, de transparence, pour lequel il faut se battre un peu. Ouais, bien sûr. Pour pas que le Made in France cède à une facilité commerciale qui au final nous ferait du mal. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est des sujets quand même qui sont pas toujours partagés et qu'il faut se battre, même dans le Made in France, pour garder l'exigence haute. Mais ce qui est cool, c'est que c'est ce qui est appelé par les consommateurs. Donc quand bien même certaines marques qui existent ou qui n'existent plus étaient tentées par ces facilités, en fait elles sont rattrapées par la patrouille. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Mais ça, c'est un sujet qui est fondamental au moment de la création, de la recréation d'une filière. Tu as évidemment cet enjeu de concurrence. Donc il y a un moment aussi où il faut que ces acteurs qui sont aujourd'hui des acteurs de petite taille aient suffisamment d'offres pour pouvoir faire de demandes pour pouvoir produire. Puis à la fois, tu sais que pour construire une filière, il faut que tu aies des concurrents ou des partenaires ou que sais-je. Donc je pense que c'est un peu, comme tu dis, à trouver ce juste équilibre, quoi. Ouais, ce qui est pas facile, c'est que il y a parfois des sujets de transparence ou d'honnêteté qu'il n'est pas facile d'évoquer sans que ce soit perçu avec malice, en quelque sorte. Et à la fois, c'est peu de prudence encore, quoi. Faut pour pas, parce que c'est compliqué de
de mettre en difficulté un confrère Ouais, ou c'est clair. de pas être d'accord sur des sujets qui touchent aux valeurs. Mmh. Donc c'est touchy quand même, surtout quand, tu es le leader du marché, Mmh. ça peut être mal perçu, à juste Mmh. titre, hein, enfin c'est Mmh. humain. Et à la fois, si on prend pas la mesure de ça, hem et bien, en fait, n'importe qui peut créer une marque de jeans, avec une forme de greenwashing qu'on ne tolère Ouais. pas des marques étrangères, mais que finalement on nourrit en tant que marque française. C'est pas possible, en fait. Ouais. Et il y en a pas besoin parce qu'en fait, quand le marché fait 67 millions Ouais, c'est ce de que jeans j'allais par dire. an, en fait, il y a aucune marque made in France qui ne prend des parts de marché à l'autre. Ouais, c'est clair, il y a de quoi faire, Le hein. terrain de jeu est tellement immense. Ouais. Donc en fait, c'est ça aussi qui permet de focuser tout le monde c'est ça qui permet de traiter ces sujets de fond, de mettre des limites et de rester en mode positif. C'est qu'en fait, aucune marque made in France n'empêche une autre marque made in France de grandir tellement le marché est Ouais, vaste. bien sûr. Donc ça permet de tenir ses valeurs, d'encourager l'écosystème à Mmh. être au niveau de ces valeurs-là, en même temps que de se développer Mmh. indépendamment des autres. Après pour revenir là, alors aucune ne prend la part de marché de l'autre. Sur tes 67 millions, tu as quand même une grosse partie qui va être sur des produits peut-être, à l'achat qui seront moins chers, quand bien même, de nouveau, même pays de production et cetera. Est-ce que vis-à-vis de la clientèle, il y a vous identifiez ce transfert de produits plus bas de gamme quand tu dis quantité vs qualité, ça tu sens que déjà ça évolue ou? Ouais, en fait, ça parle aujourd'hui. Moins OK. est mieux, c'était, un gros mot il y a 10 ans. Ouais, Aujourd'hui, c'est compris. ouais, Le spectacle en plus, de ces quantités de vêtements qui ouais, inondent, nos poubelles et les plages africaines, choque. ouais. Donc du coup, ça soutient et rationnellement et émotionnellement, Mmh. ce que l'on porte et puis même économiquement, c'est très audible parce que quand on voit les milliards d'euros de la fast fashion, on réalise assez facilement que ces enseignes-là ne font pas faire d'économies aux gens. Mmh. Et les gens voient leur accumulation dans leurs vêtements, dans leur placard qui sert à rien. Donc en fait, les gens font pas d'économies, dépensent beaucoup d'argent à acheter des petits prix et au bout d'un moment ça lasse en fait. Ouais, bien sûr. Donc nous on récupère ça petit à petit. Alors c'est mineur aujourd'hui, mais charge à nous, émotionnellement, de augmenter la désirabilité de ce qu'on propose pour que de plus en plus de gens soient un peu dégoûtés de cette accumulation de vêtements, Mmh. inutiles et qui prennent vraiment plaisir à choisir Ouais, un bon jean 1083 dont ils vont ouais, prendre soin et qui est facteur de sens et d'estime d'eux-mêmes et de plaisir pour eux, quoi. ouais. Mais ça, c'est intéressant, comment tu donnes plaisir à acheter et porter ce que vous fabriquez et pas, juste, jouer sur sur ce tableau de les dégoûter du reste, quoi. Ouais, Enfin, tu vois, c'est pas du tout la même posture et ça rejoint aussi ce que tu racontes sur, ces liens émotionnels qu'on va c'est beaucoup plus fort d'avoir envie de porter quelque chose que de détester quelque chose d'autre, quoi, absolument. j'imagine Ah donc oui, complètement. Et c'est quand on a été focus pendant, 10-12 ans à reconstruire une filière, c'était pas trop notre enjeu, et puis on a toujours été en croissance de chiffre ouais, d'affaires, donc en fait, on n'a pas eu besoin de se poser ces questions-là. Mais là, on sent bien avec les fragilités qu'on a connues depuis 2 ans et ouais, des sous-traitants qui ont fermé, ce qui nous a mis en grand danger. ouais, On sent bien qu'en fait, on peut pas continuer à, ne séduire que les cerveaux, bien sûr. si on veut changer d'échelle, que ce soit pour vendre des jeans ou pour partager nos idées. Il faut vraiment qu'on embrasse ce sujet, Mmh. désirabilité, qu'en fait on se mette à la proximité des gens Mmh. et des cerveaux et des cœurs. Et dans notre monde d'éthique, on est très stimulé des cerveaux et donc du coup, on pense conviction, Mmh. alors qu'en fait, on devrait toucher avant de On convaincre. va penser émotion. Enfin, même Exactement. pas penser en fait, vivre, vivre émotion. Ouais, c'est ça. En fait, c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un quand tu l'as touché. Ouais. Donc il faut commencer par le toucher et ensuite son cerveau est ouvert, le dialogue, est présent, Ouais, donc en fait, c'est parti. ouais, ouais. Oui et puis ouais, ouais, je dirais pas mieux. Si on continue avec, ce sujet spécifique d'industrialisation et de réindustrialisation, hem, est-ce donc tu évoques le fait qu'il y a donc 2 ans, il y a eu de la fermeture d'usines. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce contexte dans lequel on est aujourd'hui industriel en France? Parce qu'on a peut-être, des personnes qui nous écoutent qui sont moins familières de ces enjeux-là et quel est
le travail qui est fait pour réindustrialiser et les besoins que vous pourriez avoir aussi, à ce niveau-là pour que ça fonctionne, quoi? Alors déjà le monde du textile a un côté paradoxal. De notre point de vue à nous qui n'étions pas dans le textile à la base, c'est qu'en fait, c'est vrai que quand on regarde le poids du textile aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, Ouais. Ça a beaucoup fondu et donc il y a une forme de nostalgie, de la taille qu'on avait avant. Mais nous qui ne connaissions pas le textile avant, Ouais. de créer 1083 il y a 12 ans, on a encore un écosystème avec plein de métiers existants. Et donc, par rapport à si on avait inventé une batterie, de génie, pour les voitures, on aurait dû partir d'une feuille blanche. Nous, la feuille, elle est pas blanche. Ouais, ouais. Le cahier est plus petit que le bottin qu'on avait avant, mais il y a un cahier, quoi. Par contre, ce cahier est précieux. Il y a des métiers qui sont, moins compliqués que d'autres à relancer. Ouais. On a créé, par exemple, 2 ateliers de confection, un à Romans, dans la Drôme, un à Reux-sur-Moselle dans les Vosges. Ouais. On a repris un tissage dans les Vosges en 2018 qui était en redressement judiciaire, qu'on a sauvé et maintenant on le développe avec des associés, dans le jean mais pas que. Donc ça c'est très, très, très compliqué parce que du coup, presque heureusement qu'on savait pas dans quoi on mettait les doigts parce qu'en fait Vous y seriez peut-être c'est pas allés. vertigineux. Non, Ah non, oui, ouais. c'était pas raisonnable en fait et Mmh. on a perdu beaucoup d'argent. Mais en fait, cet argent perdu, en fait, investi, est fondamental pour, justement former des Bien fondations sûr, ouais. solides et permettre le développement futur. Donc voilà, mais c'était L'investissement, quoi. difficile, Ouais. exactement. A posteriori, on se dit ça. Sur le moment, on se dit quand même c'est dur. C'est de l'argent qui part, quoi. Voilà. Après, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la hausse des prix de l'énergie. Ça nous a fait très mal, et à nos usines et à nos partenaires. Certains d'entre eux ont fermé. À cause de ça? Enfin, en tout cas, Ouais, à cause de ce contexte difficile, ouais. notamment un coupeur, qui est donc l'étape entre l'ennoblissement, le traitement du tissu et la confection. Mmh. Et lorsque ce cooper ferme et qu'il reprend 50% de notre production, eh bien, du coup, d'un coup, on n'alimente plus assez nos ateliers de confection. Donc, on ne produit plus assez de jeans. Donc, on n'alimente plus assez les magasins. On ne livre plus les commandes de nos revendeurs. Donc, le chiffre d'affaires s'effondre. Mmh. C'est ce qu'on a connu en 2023. La demande a toujours été aussi bonne, Ouais. mais incapacité temporaire À la satisfaire, quoi. à la satisfaire. Donc, perte de chiffre d'affaires, c'est l'année où on a connu le plus gros déficit de notre histoire, le premier en fait, Ouais. moins 500 000 €. OK. Donc on a mis 1 an à comprendre ce qui se passait. On a été assez mauvais dans la réactivité puisqu'on Mmh. on l'avait jamais vécu. Mmh mh. Puis c'était assez soudain, C'était quoi. soudain et puis on était pas structuré en fait. C'est venu de ce problème de couple, mais ça aurait pu venir de plein d'autres. Ouais, ouais. On avait grandi sans s'élargir en fait, et donc là il était temps de s'élargir. On a réglé ce problème de coupe en l'intégrant dans nos ateliers de Romans-sur-Isère, OK. en 2023. Donc Donc autonomie, vous avez développé l'autonomie. ouais, comme on l'avait Principe fait clé sur de le la tissage et ouais, sur la confection, mais là on l'a fait en plus principe sur clé la de la coupe. résilience. Donc diversification, intégration. Ouais. Le principe c'est, on sait tout faire mais on partage le travail pour dérisquer. Donc on se pensait sauvé fin 2023 et puis en fait, dès l'édition du bilan 2023 qui était donc catastrophique, on a perdu les conditions de financement qu'on avait parce que notre bilan faisait peur. Mmh. Donc au lieu de payer nos tissus à 30 ou 60 jours, on le payait à 4 mois d'avance, pour verser des acomptes et on n'avait pas les financements pour ça. Donc on a été incapable d'acheter suffisamment de matières premières, pendant 3-4 mois. Ce qui OK. fait qu'à nouveau, on n'a pas assez produit, pas à cause de la coupe, mais à cause du manque de tissu. Donc 2024, année catastrophique aussi. Heureusement, donc on a eu des problèmes de qualité, des problèmes de quantité, enfin l'année noire. Et vous Heu vous êtes pas dit: «On arrête», quoi? Vous vous êtes dit: «Putain, faut» Tu pas le choix en fait, ouais. tu as créé des ateliers, tu as repris des usines, tu es 70, c'est pas possible en fait, Ouais. c'est inenvisageable. Heureusement parce que si tu devais l'envisager, je pense que peut-être tu dirais, «OK, j'arrête». Mais bon, on a trouvé les solutions grâce à un super écosystème, de clients qui ont compris, de partenaires qui nous ont soutenus, de financiers qui nous ont accompagnés, OK. notamment en étirant les dettes qu'on avait et cetera pour que ça passe en trésor. Et en 2025, on a retrouvé la rentabilité. C'est pour ça que du coup, on sent nos fondations industrielles beaucoup plus solides, beaucoup Mmh. plus maîtrisées en vrai. C'est pas, encore l'assurance tout risque, hein, il nous Ouais. reste du travail, mais ça va quand même beaucoup mieux et surtout on produit plus, donc on revend très bien. Et puis on a eu toutes ces relations externes qui nous ont beaucoup apporté, des personnalités qui ont cru en nous.
Je pense à Ibrahim Malouf qui porte nos jeans sur scène. Je pense à Denis Brognard qui porte nos jeans et nos chemises dans Koh Lanta. C'est des gens à qui on n'a rien demandé, mais qui ont trouvé du sens dans ce qu'on fait et avec qui on s'est entendu. Et donc, tout ça, ça augmente la valeur émotionnelle de l'entreprise et ça motive nos équipes et nous-mêmes et moi-même. Donc du coup, ça a fait un beau médicament. De ces 2 ans difficiles. Et là, maintenant, tout va bien. Donc, ça fait quelques mois depuis cet été que les ventes ont repris de plus belle depuis qu'on a du stock. Et c'est très encourageant, mais comme on a été habitué à la galère, on n'est pas encore, on est encore un peu anxieux. On attend de voir dans la prudence, du coup. On est très prudent, c'est ça. Là où avant, vous avanciez sans vraiment vous dire, peut-être qu'à un moment, ça va nous péter dans la gueule. C'est ça. Et là, c'est l'inverse. Mais bon, après, c'est le temps que ça se stabilise et d'être sûr que ça se stabilise. Ouais, c'est ça. On va voir naturel, comment se passe Noël, on va voir comment les ventes, comment... Voilà, puis mais normalement on est bien reparti mieux là. Déjà bravo pour d'avoir réussi à passer cette phase. Et il y a un élément, quelque chose que je voulais évoquer en t'écoutant. Oui, c'est ce qui m'interpelle dans ce que tu évoques. Quand il a fallu convaincre les financeurs de continuer à vous financer et d'allonger les délais, etc. J'ai le sentiment que le fait d'avoir la demande, de parvenir à démontrer qu'il y avait la demande, que les clients et les clientes étaient là, etc., peut-être que c'est ça qui vous a aidé. Enfin, moi, ce que j'entends souvent, c'est « Ah ben non, mais c'est l'appréhension du fait que personne n'achète. » Et donc, on est quand même dans une économie qui est drivée par la demande. Tu vois, est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment quelque chose qui vous a aidé ou... Au début, mais après 2 ans où les chiffres sont mauvais, toi, tu sais que c'est parce que tu n'as pas d'offre. Mais en fait, faut le démontrer, tes partenaires, ils voient plus ça en fait, parce qu'en fait, comme c'est ce que tu racontes depuis 2 ans, en fait, ils voient pas que si tu as la moitié de ton offre en magasin, ça fait moins de chiffre d'affaires. Ils le voient plus. C'est pas tant ça qui nous a sauvés. Je pense que ce qui nous a sauvés, c'est à 70% la confiance que portaient les gens dans le modèle. À 20%, le fait que ce serait trop symbolique, trop dommage, trop que ça pète, parce qu'on est quand même symbole de relocalisation, etc. On a relancé le jean français. Donc ça, quelque part, il y a quelque chose comme c'est pas possible que 1083 tombe. Et à 10%, un enjeu d'image de nos partenaires financiers, pour qui on est important en termes de com. Et c'est important de le dire, parce que ça rejoint, même dans tous les métiers rationnels, il y a une part d'émotionnel, d'image, de com, dont il faut se servir. Et nous, heureusement qu'on a été médiatisés, parce que pour certains partenaires, ça aurait fait tâche de pas avoir soutenu 1083. C'est pas des gens qui ont poussé au début, mais une fois que les 70% ont poussé, que les 20% sont là, donc c'est à 90, en fait c'est plus possible de dire non. Et ça c'est en termes de com dans la filière que ça se joue. Et puis ça se joue au niveau de l'humain, et en fait c'est l'humain à la fin qui décide et qui appuie sur les boutons, donc c'est 10%, puis même les 40, je sais plus combien de pourcents c'était, mais en tout cas les autres pourcents qui étaient sur c'est une belle histoire et on veut pas qu'elle s'arrête. Même là-dessus, c'est une histoire qu'on a envie de raconter. Enfin, c'est quand même très lié à l'humain. On n'est pas uniquement sur des cerveaux, comme tu disais, mais... En fait, depuis le début, avec le financement participatif, comme là dans nos difficultés, on est sur des défis qui sont plus gros que nos capacités propres à les traiter. Ce qui veut dire que c'est forcément des apports externes qui nous permettent de les porter. Alors ça peut être des clients qui attendent 3 mois leur jean au début, et puis même pendant nos problèmes. Ça peut être des problèmes de qualité qu'on a connus ces 2 dernières années à cause de ces problèmes de trésor, de stock, de machin, parce qu'on était focus ailleurs, qui rendent les gens compréhensifs. C'est aussi tous ces clients qui parlent de nous, qui partagent ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, qui portent la marque avec nous avec fierté, ou c'est Ibrahim Malouf, c'est Denis Brognard qui mettent en leur notoriété au service de notre marque. Tout ça, on ne paye pas en fait. Et en fait, tout le monde est généreux. La vraie influence, c'est un peu celle-là, quoi. Tu vois, si on devait parler d'influenceurs,
C'est ouais, l'influence complètement. choisie et c'est Ouais, ouais, et c'est génial, en fait. Et du coup, tout le monde fait plus que ce qu'il ferait avec quelqu'un d'autre. Mmh. Et en fait, c'est ça qui crée de la valeur collective. Et Mmh. c'est ça qui fait que 1083 est fort Mmh. et s'est sauvé dans ces temps difficiles et même né avec des gens qui ont accepté de en 2013, quand même, le truc, c'est, je vois un jean, en photo sur internet, on me dit que je vais peut-être le recevoir dans 6 mois, je l'achète 100 balles. Mmh. C'est quand même un sur-effort qu'on fait pas quand on va acheter un jean dans un Bien magasin, sûr. quoi. Mmh. Et donc ce sur-effort, que tout le monde fait en cœur, eh bien, ça fait un objet économique, super vertueux, quoi. Mais ça repose sur la générosité de tout le Ouais. monde, ou plutôt l'envie de tout Cohésion, le monde. ouais, au sein de l'écosystème. OK. Merci pour tout ça. Il y a les 2 dernières questions, habituelles de clôture, on va y arriver. Je vais juste te demander 1 minute. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu as parlé d'économie circulaire, tu as parlé du jean consigné. Je trouverais ça dommage qu'on n'en parle pas du tout. Est-ce que tu veux nous expliquer en quelques phrases de quoi il s'agit ou comment c'est intégré? Alors l'économie circulaire, c'est notre, mission depuis le début. C'est une question de survie à long terme parce qu'en fait, c'est le moyen de maîtriser nos matières premières Ouais. et c'est une question de survie à long terme aussi d'un point de vue écologique. Donc c'est pour ça que ça a été toujours notre but. On a expérimenté plein de choses. Le jean consigné, l'idée, c'était de se dire que, avec l'économie circulaire, basée autour du polyester recyclé, à partir du moment où on fait de la fibre, qui n'est pas en filet de fibre, c'est-à-dire en plein de petits morceaux de polyester, mais qu'on est sur du filament qui donc se désagrège Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, et ben l'idée c'était de capter du polyester recyclé, de le mettre dans une prison, un jean, Ouais. de le récupérer en fin de vie pour en refaire un neuf. Ouais. Donc ça, on l'a expérimenté depuis 2019 et c'est une petite gamme qui vivote mais qui est sympa et qui permet de tester la Bah, de consigne. tester, ouais, bien Voilà. sûr. Ensuite, on a fait donc notre jean, en coton recyclé, depuis 2023-2024 pardon, où là on réincorpore des chutes de confection et des vieux jeans pour refaire un fil neuf. Ouais. C'est quelque chose qu'on est en train d'industrialiser à plus grande échelle pour que tous nos jeans à terme intègrent 15, 20, 30, 50% de nos chutes de confection et des vieux jeans de nos clients. Et puis un troisième truc qu'on a testé pour le coup cette année en 2025, c'est le jean qu'on porte sur un temps court. Donc pour enfants, on avait fait l'expérimentation et c'est pas notre marché. Mais par exemple, pour adultes, on a fait des jeans de grossesse Ouais, fameux. qu'on porte 3, 4, 5 mois Mmh. et qu'ensuite on n'utilise plus. Et donc, pour 4-5 mois, investir 150 €, c'est pas possible. Bien sûr. Donc on a pris le parti de le louer. Ouais. Donc on le vend en fait 150 € et la caution qu'on rend, elle est, en fait, plus tu le gardes longtemps, plus la caution baisse. Mais OK. si tu le rends tout de suite, on te rend tes 150 €. OK. Si tu le rends au bout d'un mois, on te rend 140 €. Mmh. 2 mois, 130 €. Et donc en fait, la caution est dynamique. OK. Elle diminue dans le temps de 10 € par mois. Et du coup, ça revient à une location de 10 €. Mmh, c'est super Et intéressant ça. ça permet que du coup, le jean, il coûte 30 ou 40 € si tu utilises 3 ou 4 mois. Ouais, super intéressant. Voilà. OK, et en repartant des contextes, vraiment les contextes d'usage qui sont très différents, en l'occurrence, un usage court, Absolument. OK, passionnant. Ça me donne plein d'idées. Merci beaucoup. On va poser 2 dernières questions de clôture. La première question, c'est, une question qu'on aime poser un peu rétrospective. Là, ça fait donc 12 ans. En 2013, tu te lances. Si tu devais parler, au Thomas de 2013, quels seraient les conseils que tu te donnerais au début de cette aventure? Alors, je dirais continue d'écouter personne, parce que toutes les conneries que tu entends sur le coût du travail, sur l'impossibilité de redévelopper une filière française, c'est du flan en fait. Mmh. Le fromage râpé et le déconstruit. Ouais. Continue d'écouter tout le monde quand même, parce que, c'est bien beau d'y aller sans t'élargir, mais à ne pas structurer suffisamment, tu vas te casser les dents. Ouais. Ce qui s'est passé. Mmh. Mais donc tout l'enjeu, c'est d'écouter les bonnes personnes et de ne pas écouter les bonnes personnes Ouais. pour se frayer son chemin. Et forcément, parce qu'on a vécu montre qu'on n'a pas assez écouté certaines personnes. Ouais. Euh, En tout cas, être à l'écoute, et être à Ouais. l'écoute, c'est aussi savoir, boucher ses oreilles quand quelqu'un te Parfois. raconte du flan. ouais, exactement. Et la dernière question, qui sera notre question de clôture, c'est une question prospective. Si tu te projetais, on peut dire dans 20 ans, comment tu aimerais raconter cette histoire, notamment à la nouvelle génération? Au présent, Au présent. ça veut dire qu'on existerait toujours. OK. 1083 existerait toujours. 1083 appartiendra à sa filière, Ouais. pour que par intérêt,
tout le monde en prenne soin. Euh, et que ce soit désirable pour toutes les générations. Je parlais de Lévis. Lévis, c'est quand même extraordinaire. Dans la mode, en fait, c'est assez clivé, le marché de la mode. Mmh. Ceux qui portent Damar, c'est pas les mêmes qui portent Shein. Mmh. Enfin, quoique, peut-être. Mais des marques comme Lévis sont les marques de nos parents, de nos générations, de nos enfants. Mmh. Et c'est assez remarquable d'être à ce point fédérateur. Ouais, si on pouvait être le présent, si 1083 pouvait être le présent de nos clients de 2013, Mmh. comme ceux de 2040, à tout âge, Ouais. ça voudra dire que on aura vraiment réussi à embarquer un maximum de Français dans notre démarche. Bah, je vous le souhaite. Moi, je souhaite porter du 1083 en 2040. Merci beaucoup pour la sincérité de cet échange, pour tout ce que tu nous as partagé, voilà, ces éléments, cette aventure et ces émotions. Bravo à 1083. Je vous invite, pour celles et ceux qui nous écoutent, à aller sur le site qui raconte l'histoire, qui présente évidemment aussi les collections. Je sais qu'à Paris, nous, il y a une boutique qui est pas très loin d'ici, dans le Marais, il me semble. Rue de Turenne, ouais. Rue de Turenne. Donc, pareil, vous pouvez y faire un tour si vous passez par là. Et puis, évidemment, Romans-sur-Isère, si vous passez dans le coin. C'est bon pour toi? Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voulais partager? Non, merci beaucoup et rendez-vous dans 15 ans. Au revoir à toutes et tous. Au revoir.